Aujourd'hui, eh bien, nous voici au café-restaurant Monsieur S. Alors Monsieur S, comme beaucoup, certains se posent parfois la question, S comme Soulage, notre peintre aveyronnais. Nous avons choisi ce décor pour vous recevoir, Monsieur Pierre-Marie Terral, parce que vous voyez aujourd'hui, nous avons de la littérature autour de nous, et ça tombe bien, puisque nous allons parler un petit peu de vos ouvrages, et notamment le dernier qui est paru sur le Larzac. Mais avant, je voudrais parler un petit peu de vous, pour qu'on puisse faire connaissance. Alors vous me direz si je me trompe ou pas, parce que j'ai fait un historique sur vous. Vous avez été professeur dans le Gard, ensuite vous avez été à Andorre-la-Vieille, à Saint-Afrique, à Albi, et puis au collège Fabre et lycée Monteil à Rodez. Au niveau justement du livre, récemment vous avez reçu un prix, si je ne me trompe pas, au Festival de la BD à Saint-Énimie. Oui. Voilà. Et justement concernant vos ouvrages, en fait il y a l'Occitanie, toute une histoire, les plus beaux villages d'Occitanie, qu'on verra d'ailleurs à l'écran en illustration, un livre sur François Mitterrand aussi, et puis donc l'édition Le Larzac. Sur votre pédigré historique, on va dire que justement l'histoire, c'est votre pièce maîtresse. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur ce domaine-là? Alors merci d'avoir fait un historique sur un historien déjà, ça vous a demandé beaucoup de travail. Effectivement, ce qui me passionne, c'est l'histoire et sa transmission en classe, puisque c'est mon travail, et en dehors de la classe, avant de transmettre, il faut déjà apprendre ou réapprendre à mon âge, des choses qu'on a su par le passé. Et cette volonté de transmettre, c'est aussi, je l'ai aussi associé à l'écrit, puisque quand j'étais étudiant en histoire, j'ai hésité entre l'enseignement et le journalisme. Et j'ai essayé de faire une synthèse des deux, puisque écrire, raconter des histoires, écrire l'histoire ou raconter l'histoire, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse sur le Larzac, c'était déjà en 2011. Oui. Et raconter des histoires, non pas dans le sens d'invention, mais dans le sens d'une narration qui pourrait entraîner le lecteur à l'imagination ou à la réflexion, c'est ce que nous faisons notamment dans cette bande dessinée. Oui. Donc à partir d'une histoire, d'un scénario que j'ai pu écrire, en effet, on en arrive à des très beaux dessins qui vont amener le lecteur, grâce au graphisme, peut-être plus loin que ce que les seuls mots auraient pu leur suggérer. Mais pour revenir à votre question, puisque je m'aperçois que je fais l'homme politique et que j'ai oublié votre question. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est qui vous a amené justement dans ce domaine de l'histoire, hein. Voilà. Donc les études d'histoire, aussi loin que je me souvienne, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. L'enseignement après les études d'histoire, c'est presque un débouché naturel. Mais lorsque l'on fait des études d'histoire, on découvre le plaisir de la recherche. Et à côté de ce plaisir de la recherche, il y a aussi le plaisir de l'écriture. Et moi, j'avoue que ce qui m'intéresse au moins autant que la recherche, c'est écrire, et si possible écrire non pas comme de la littérature, mais écrire avec le souci de la qualité pour le lecteur. Oui. Et j'ai découvert il y a peu de temps l'écriture pour les enfants, et j'avoue que c'est finalement ce qui me plaît presque le plus, parce que c'est encore plus complexe. Un seul mot, ça peut perdre un enfant dans une phrase. Donc le souci du lecteur, petit ou grand, et le souci de s'amuser, et puis de faire des rencontres comme en ce moment, c'est aussi ce qui préside à ce loisir un peu envahissant qui est l'écriture. Alors en faisant des recherches, avant de parler du livre, des recherches sur vous, j'ai été quand même effaré par tous les diplômes que vous avez sur l'histoire. Vous avez un DUC d'histoire-géographie, une licence d'histoire, maître d'histoire. Vous avez également un CAPES histoire-géographie, un DEA histoire, le doctorat d'histoire, et puis la qualification à la fonction de maître de conférence. Ça fait beaucoup de diplômes et de travail. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est peut-être ce qui me rassure d'avoir l'agrégation et une thèse d'histoire. Je me dis que d'une certaine façon, mes études ont été validées. Donc maintenant, je peux me permettre un peu plus de fantaisie, notamment en écrivant pour les enfants ou dans une bande dessinée. C'est vrai qu'au départ, le travail d'un historien, l'écriture d'un historien, ce sont des livres avec des notes de bas de page. Alors c'est très intéressant, ça fait avancer la science. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi, j'ai souhaité aussi ouvrir et faire autre chose. Et notamment avec cette bande dessinée, en moins d'un trimestre, on a touché beaucoup plus de lecteurs que ce que j'avais pu faire en 10 ans auparavant. Donc c'est certainement aussi que c'est vers
j'allais dire, c'est une nouvelle façon. Alors la BD, c'est pas une nouvelle façon d'écrire, mais une nouvelle façon de transmettre aussi l'histoire qu'il faut peut-être aller et ne pas s'interdire d'autres domaines. Parce que, voilà, de même, quand j'ai eu le plaisir de conseiller des documentaires sur l'histoire du Larzac ou autre, je découvre chaque fois de nouveaux métiers, de nouvelles rencontres. Et puis moi, je suis toujours un peu comme un enfant qui découvre comment ça se passe. Et comme vous le disiez autrefois, il y a une quinzaine de jours, au festival de Saint-Énimie, qui est un des plus beaux villages qu'on puisse connaître en Occitanie et en France, eh bien, c'était la première fois que je participais à un festival de bande dessinée. Et grâce au travail de Sébastien Verdier dans les dessins, effectivement, on a reçu ce prix sympathique qui est venu couronner un week-end absolument magnifique dans ce village auprès de véritables amateurs de BD, qui ont une culture BD bien plus importante que la mienne, qui suis un novice dans la matière. Mais voilà, mais c'est vrai que chaque livre, c'est un peu aussi un nouveau chapitre de l'existence et c'est une nouvelle aventure. Parfois l'aventure elle est très brève et parfois comme cette bande dessinée ça nous amène un peu plus loin. Alors justement, on va attaquer un petit peu cette bande dessinée sur le Larzac. Alors moi je l'ai traversé, votre bande dessinée, c'est très intéressant. La première chose qui m'est venue à l'idée en la regardant, c'est le noir et blanc. Oui, alors les années 1970, alors il y a peut-être cette idée de montrer vraiment que c'est un livre aussi, une BD sur fond d'histoire. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse, c'est que Sébastien Verdier a une telle précision de trait que la couleur venait un peu gâcher ce trait et qu'on perdait un réalisme. Alors, c'est peut-être moins séduisant pour certains lecteurs un peu plus jeunes, mais au bout d'un moment, je crois qu'à passer la première page, on s'intéresse vraiment au texte et au graphisme, on n'est pas détourné par la couleur, mais il y a aussi de la couleur dans certains documents d'archives qui ont été placés en couleur, ainsi que l'habillage du livre. Mais effectivement, c'est vrai que c'est du noir et blanc, et pourtant, comme je dis, c'est une histoire haute en couleur. Alors, Sébastien Verdier, donc lui, s'est attaqué au dessin. Vous, à l'histoire du Larzac, qui a duré une dizaine d'années. Comment vous est venue cette idée, et puis quel fut le temps de travail pour arriver à la fin de cet ouvrage? Alors, j'avais déjà évidemment travaillé sur cette histoire depuis les débuts des années 2000. Depuis que j'ai une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a très longtemps, ce sujet m'intéresse. J'avais déjà donc un peu de connaissances quand même sur le sujet. J'avais enregistré une centaine de personnes avec des anecdotes que je gardais parfois parce que dans une thèse d'histoire on avait du mal à les transmettre, qui là pouvaient être restituées plus facilement, comme des militaires qui se déguisent en chevelus, comme le disent, pour aller espionner une réunion de paysans. Ça, c'est tout ce qu'il y a dedans, il n'y a rien d'inventé, c'est authentique. Et donc, en voyant qu'il y avait quelques bandes dessinées qui sortaient sur des mouvements populaires des années 1970, comme la lutte des Lippes ou à Besançon ou à Plogoff en Bretagne, je trouvais étonnant qu'il n'y en ait pas sur le Larzac. Puis au bout de moi, je me suis dit, mais si je ne me lance pas, peut-être il n'y en aura jamais. Et c'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai convaincu, alors il n'a pas été très dur à convaincre, Sébastien Verdier, puisque c'est une histoire qu'il ne connaissait pas forcément. Lui, il est corrézien, comme chacun, il connaissait le Larzac. Il était allé quelques fois à des manifestations de soutien à José Bové dans les années 2000, mais il ne connaissait pas en détail cette histoire. Et rapidement, ça l'a intéressé, voire même passionné. On s'est rendu sur les lieux, on a rencontré des témoins, des acteurs. On a été reçu par José Bové, qui nous a aussi prêté des documents, dont certains que je n'avais jamais vus. Parce que lui faisait partie déjà de l'époque de la manifestation. Il est arrivé en 1976. Voilà. Et donc, ce qui a plu à Sébastien, je crois, c'est à la fois le réalisme de cette lutte, le fait que ça soit une utopie concrète. Beaucoup de gens sont venus avec des grandes idées, mais il y en avait d'autres qui venaient tout simplement, ou qui étaient là tout simplement pour garder leur terre. Donc c'est cet équilibre-là qui lui a plu, mais aussi, je crois, l'aspect facétieux de cette lutte avec beaucoup d'anecdotes, des slogans, mais aussi des événements assez drôles. Comme ces jeunes gens venus sur le plateau, dont notamment le fils du chanteur célèbre à l'époque, Graham Allwright, son fils qui vient sur le plateau et qui passe tout son temps libre à planter des clous dans des planches, et dès qu'il y
y a un peu de boue et dès qu'une jeep militaire arrive, il va les cacher dans les ornières. Donc c'est un peu du jeu du chat et de la souris, ouais. Comme des sales gosses d'un certain côté. Et on voulait aussi expliquer ceci, ces anecdotes, mais en montrant qu'un mouvement de 10 ans avec des humains, il y a forcément des difficultés, il y a forcément entre guillemets des engueulades. Et c'est dur de tenir 10 ans avec une famille qu'on se construit, une famille dire de fortune ou d'infortune. Donc il y a forcément des hauts et des bas, des débats aussi. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer, sans prétention, hein, parce que à la fin du livre, il y a une postface où ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin, s'il manquait des choses. Mais déjà, c'est une première approche et je crois qu'en il y a quand même 150 pages, mais en quelques heures, on peut, si on ne connaît pas le sujet, je pense qu'on peut avoir une vision assez complète. Alors, cet agrandissement du camp du Larzac, ça a représenté à peu près, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 103 agriculteurs en fait. Et donc du coup, ça a mobilisé tout le monde. On a pu voir aussi des gens de mai 68 qui se sont répercutés sur le Larzac. Tout ça, c'était sous l'époque, là aussi, je ne me trompe pas, Georges Pompidou. Il y a eu Valéry Giscard d'Estaing après. Et en fait, c'est François Mitterrand qui a donc stoppé cet agrandissement du camp du Larzac. Oui, alors François Mitterrand qui était venu et qui a été blessé, sur le Larzac en 1974, qui n'a pas été très bien accueilli, et qui finalement repart sous les huées. Qui reçoit quelques canettes de bière et a sa chemise un peu déchirée. Eh bien, les paysans qui n'ont pas été mis au courant de sa venue sont assez peu satisfaits puisque ça détourne toute l'attention des médias alors que le rassemblement de l'été 1974 s'était bien passé. Malgré tout, François Mitterrand, et au contraire de ce qu'on pouvait penser, va s'intéresser à ce qui se passe. Il va toujours demander des nouvelles. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quelques mois avant qu'il y ait cette venue un peu mouvementée, il a publié un livre qui s'appelle La paille et le grain, où il décrit précisément cet endroit du Rajal del Gorb, ce chaos rocheux, où il ne peut pas savoir au moment où il écrit qu'il y aura un rassemblement et qu'il y sera un peu agressé. Et donc voilà, c'est aussi un amateur de paysage, mais c'est évidemment un grand politique. Et le Larzac l'intéresse aussi parce qu'il voit que c'est une sorte d'abcès de fixation, que c'est un endroit où la gauche et l'extrême gauche sont rassemblés. Et s'il veut donner des gages à une certaine partie de la gauche en 1981, tout en continuant le programme nucléaire français, c'est aussi en cédant sur le Larzac, en reconnaissant ou en donnant la victoire aux paysans du Larzac. Et comme le disait un historien qui s'appelait Jean Chénaud, qui est aujourd'hui décédé, les paysans ont été sauvés par le gong, mais encore fallait-il tenir jusqu'au gong, et il fallait tenir 10 ans. Voilà. Donc c'est une lutte qui est née d'une décision politique de Michel Debré et qui a été clôturée par une décision politique de François Mitterrand, mais entre-temps, voilà, il y a eu 10 ans d'aventures et de mésaventures qu'on essaie de raconter à notre façon. Alors moi je fais un raccourci parce que du coup on voit bien dans le livre que c'est François Mitterrand qui a sauvé le Larzac, et donc j'ai vu votre livre rouge. Est-ce que c'est lié avec le socialisme? Est-ce que c'est un signe? C'est plutôt une idée de l'éditeur. Alors moi j'aurais bien vu un livre vert, puisque l'écologie est née en partie sur le Larzac, mais je n'ai pas l'impression que ça soit la couleur préférée des éditeurs. Et donc le rouge, c'est vrai que c'est peut-être plus parce que ça attire l'œil, parce que c'était, contrairement à certaines luttes violentes des années 1970, c'était pas une lutte révolutionnaire. D'ailleurs, on a appelé histoire d'une résistance paysanne et non pas d'une révolte comme voulait l'éditeur au début, parce qu'effectivement une résistance, c'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain et c'est une lutte défensive, même s'il y a des actions offensives, mais c'est pas non plus une révolution qui se produit. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que si le Larzac a gagné, c'est parce que François Mitterrand aussi a annulé cette décision, mais c'est aussi parce que cette lutte a eu pour cadre une démocratie dans laquelle on a le droit de manifester si l'on respecte les règles. Et le même type de lutte en Argentine, au Chili ou dans d'autres pays à la même époque aurait fini par des fusillades, aurait fini par des gens emprisonnés. Alors il y a eu des gens emprisonnés sur le Larzac, mais voilà, c'est une lutte qui s'est inscrite dans un cadre démocratique, et ça c'est aussi important de le rappeler. Alors on a vu les agriculteurs dans le combat, mais j'ai vu aussi à travers votre BD qu'on parlait aussi également des femmes qui se sont investies beaucoup dans cette bataille, les femmes d'agriculteurs, et justement par moments elles ont même investi les mairies
pour revendiquer tout ça? Alors, effectivement, les femmes, c'est un peu justement une révolution dans la révolution. Les femmes du Larzac, qui sont avant tout des épouses d'exploitants agricoles, qui n'ont pas de statut directement agricole et qui vont en profiter pour s'émanciper au contact de nouvelles venues, au contact de féministes, de journalistes. Et je cite souvent l'exemple de Christiane Burguer, l'épouse d'un des meneurs de cette lutte qui est décédé il y a quelques mois, Pierre Burguer, qui raconte comment symboliquement elle a demandé à son mari d'abattre la cloison qu'il y avait dans la maison. Alors c'est tout à fait symbolique, une cloison qui la retenait à la cuisine pendant qu'il y avait des réunions au salon, à la salle à manger, où elle servait les plats et où son mari participait à des réunions et à répondre à des journalistes. Et bien abattre cette cloison de manière symbolique, c'était, alors certes elle restait davantage à la cuisine, mais c'était aussi une façon d'avoir voix au chapitre de manière tout à fait emblématique, en montrant que les femmes aussi faisaient partie de cette lutte. Alors effectivement c'est avant tout une lutte d'agriculteurs, mais il y a eu aussi des actions de femmes, on en a cité quelques-unes, celles que vous dites dans les mairies. On parle aussi d'une bergère dans la BD qui est une universitaire parisienne qui s'évertue, qui s'amuse à promener les brebis et les scènes nues, et lorsqu'elle croise les militaires qui occupent la ferme, les terres voisines, elle leur dit voilà, j'ai réussi à vous faire baisser la tête. Donc il y a tout cet aspect aussi, une revendication féministe. Il y a les femmes d'agriculteurs, des femmes du COS qui ne sont pas du tout féministes au départ, et c'est la rencontre de plusieurs mondes aussi qui est intéressante. On a vu aussi même pendant cette période, puisqu'il y avait un remaniement de licenciement à l'usine LIP qui fabriquait des montres en France et qui ont rejoint également le mouvement. Oui, à partir de 1973, la lutte des LIP à Besançon va rencontrer celle du Larzac, des ouvriers déjà syndiqués, politisés, des agriculteurs qui ne le sont pas vraiment. Et à partir de 1973, ils vont lutter ensemble, ils vont se donner des coups de main lors d'actions symboliques. Et ce qui est très intéressant selon moi, c'est que Charles Piaget, par exemple, le leader, le syndicaliste qui menait cette lutte pour la CFDT à Besançon dans les 1970, eh bien, je l'ai encore rencontré à la fin des années 2010 sur le Larzac, c'est-à-dire que 40 ans et presque 50 ans après, puisqu'il vient de décéder il y a quelques mois, eh bien, les LIP rendaient encore visite à leurs amis du Larzac. Et les paysans du Larzac continuent à y être. On a célébré il n'y a pas longtemps les 50 ans de la lutte des LIP. Il y a eu un colloque à Besançon où hélas j'ai pas pu aller parce que j'étais retenu pour la bonne cause au lycée. Mais cette amitié et voilà, montre aussi la dimension humaine. Et pour aller un peu dans Gala ou dans Paris Match, il y a même eu un mariage LIP-Larzac entre une ouvrière et de Millau et un jeune homme de Besançon. Donc voilà, ce sont aussi ces histoires humaines qui sont intéressantes derrière la chronique qu'on fait d'habitude des événements que politiques. Nous, ce qui nous plaisait aussi, c'était à hauteur de femmes et d'hommes de montrer qu'il y avait une part d'humanité dans ce type de mouvement. Alors moi j'ai été surpris par une chose, notamment le 17 et le 18 août 1974, ça avait réuni quand même 100 000 personnes sur le Larzac, c'est énorme quand même. C'est énorme sur un lieu qu'on avait du mal à placer sur la carte de France auparavant, puisque quand je retrouve les archives, par exemple en 1971, au moment de l'annonce de l'extension du camp par Michel Debré, eh bien, il y a plusieurs reportages qu'on peut retrouver sur les archivina où il y a écrit Larzac Dordogne, parce qu'il y a une commune qui s'appelle Larzac en Dordogne, et donc on ne savait pas très bien placer cet endroit plus ou moins désert, qu'on décrivait comme peuplé par quelques paysans isolés. Et c'est effectivement un coup de force d'arriver en 1973 et 1974 de faire venir jusqu'à 100 000 personnes dans un endroit que l'on n'arrivait pas à placer. Et en quelque sorte, c'est aussi intéressant de voir que des bouts du monde, des endroits tout à fait isolés peuvent devenir le centre d'un monde, en tout cas à un moment, et que ça montrait aussi certainement qu'il y avait beaucoup d'aspirations des Français qui retrouvent un écho là, et notamment un écho auprès de tous les jeunes qui étaient partis à la grande ville, à Montpellier, à Toulouse et surtout à Paris pour trouver du travail alors qu'il n'y en avait plus dans nos départements ruraux comme l'Aveyron. Et il y a eu un écho là aussi, je dirais pas une certaine
certaine nostalgie, mais les agriculteurs du Larzac, comme ils se disent au début, ils deviennent rapidement les paysans du Larzac. Il y a cette idée aussi de créer une image des 103 paysans du Larzac. Et le mythe qui est en marche à ce moment-là, les paysans ont l'intelligence aussi de le créer en disant nous avons gagné parce que nous étions les plus faibles. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que face à des militaires, c'est pas en prenant les fusils de chasse comme le voulaient certains paysans au départ, que cette lutte aurait pu les mener quelque part, elle les aurait menés en prison ou dans un cercueil, mais pas au-delà. D'accord. Il y a eu aussi cette fameuse marche du 8 novembre au 2 décembre, 710 km quand même à parcourir jusqu'à Paris. Alors une marche vers Paris, et c'est d'autant plus intéressant qu'elle se fait sur les temps creux sur les fermes, donc en hiver. Donc on part en hiver, on ne part pas au printemps à la belle saison, on part en hiver pour rejoindre Paris à 25 étapes. Et là aussi la légende du Larzac est en marche parce qu'à chaque étape ça agrège des soutiens. Alors, il y a aussi, c'est un peu comme sur les routes de Tour de France avec les inscriptions pour les coureurs, il y a aussi paysans rentrés chez vous, il y a aussi parfois un mauvais accueil à des endroits où la FNSEA est hostile à où la FDSEA, Fédération départementale, est hostile à ce mouvement, mais globalement c'est vrai que c'est un peu un caractère épique, c'est une épopée qui s'écrit avec des agriculteurs qui jouent leur va-tout en disant si le pouvoir ne nous entend pas, eh bien nous allons aller à Paris, et notamment on y est déjà allé en tracteur, eh bien on va y aller à pied puisqu'on n'a plus rien à perdre. Ensuite, il y a quand on passe justement sur le Larzac, il y a un petit domaine qui s'appelle la Blaquière, où là il y a une ferme qui a connu notamment une explosion en 1975. L'affaire a été classée. C'était quand même pour montrer que des deux côtés, il y avait quand même une bataille assez féroce quand même. Exactement. Alors il y a une famille qui s'appelle la famille Guiraud, pour laquelle ils construisent une bergerie que je vous invite à aller voir, les téléspectateurs d'Aveyron TV. Une bergerie construite sous l'égide d'un prêtre ouvrier, Robert Pirot, qui lui a des notions d'architecture, mais les jeunes gens qui arrivent là, José Bové par exemple fait son entrée sur le Larzac sur ce chantier, souvent ne savent pas tailler la pierre, ne connaissent rien au bâtiment, et ils vont malgré tout réussir à construire cette bergerie qu'on appelle aujourd'hui parfois une bergerie cathédrale, avec des pierres qui symbolisent toutes les composantes de cette lutte, l'Ype, le canard enchaîné et d'autres. Et donc cette construction, eh bien, elle va créer un certain nombre de jalousies, et la famille pour laquelle est construite cette bergerie, puisque les permis de construire ne sont plus autorisés sur le Larzac, sur la zone d'extension. La famille pour qui c'est construit va bénéficier de cette bergerie, mais elle est touchée en mars en effet 1975 par un attentat où les 8 enfants de la famille, le berger, les parents sont visés en pleine nuit. Les personnes qui ont posé cette bombe plus ou moins artisanale ont pris soin de déposer des clous pour que le fait d'aller chercher les secours soit quasiment impossible. Et donc ça montre en effet une tension. L'enquête aboutit à un non-lieu. Il y a de fortes chances, il doit y avoir prescription, que la main ou les mains qui ont posé cet engin soient locales. C'est-à-dire que localement, il y a aussi beaucoup d'intérêt à la cavalerie, à ce que l'armée étende son camp. On le voit aujourd'hui avec la manne financière que représente la Légion depuis son arrivée. Mais à cette époque-là, en effet, il y a des rancœurs, et le risque de faire couler le sang a été pris avec cette famille qui en a gardé de nombreuses blessures, et surtout des blessures invisibles. Donc on va laisser les gens un petit peu découvrir le livre, parce qu'il y a plein d'autres anecdotes. Et donc pour moi, il y a cette libération, donc le 10 mai 81, quand François Mitterrand a été élu, et lui il a prononcé la fin de l'extension du camp le 3 juin. Ça a dû être une libération quand même pour les agriculteurs. Ah oui, c'est une vraie fête, un vrai soulagement, même si il faut encore attendre un peu de temps, puisque le nouveau ministre de la Défense, Charles Hernu, dont on sait aujourd'hui que c'est un personnage un peu compliqué, qui a eu quelques affaires un peu troubles. Charles Hernu essaie de réaliser une mini-extension du camp du Larzac, avec un camp qui pourrait tout de même avoir lieu. Il faut en effet, et ça on le retrouve dans les archives, l'intervention personnelle du président de la République, François Mitterrand, pour dire non, j'ai fait cette promesse, et le camp du Larzac ne sera pas étendu. Ce qui va créer pendant quelques mois ou quelques années
une sensation un peu de trouble localement parce que les terres qui ont été achetées par l'armée, eh bien, il faut bien en faire quelque chose. Et s'il reste quelque chose de cette lutte aujourd'hui sur le Larzac, c'est bien cela, c'est-à-dire que ces terres qui appartiennent à l'État, elles sont louées à un office foncier sur le Larzac, et donc on peut s'installer aujourd'hui sur le Larzac en déposant un dossier solide. Si on a 25 ans, si on n'est pas d'une famille agricole ou si on n'a pas l'argent pour acheter une exploitation, ce qui est assez normal à 25 ans ou à 30 ans, eh bien on peut s'installer en étant locataire de ces terres jusqu'à l'âge de la retraite. Et à l'âge de la retraite, on devra retransmettre ces terres, les rendre en quelque sorte à cet office foncier, la société civile et des terres du Larzac, qui va les relouer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la vraie singularité du Larzac, puisque s'il y a aussi une autre forme d'agriculture localement, c'est aussi parce que sans le poids du foncier, et bien de nouveaux agriculteurs, et notamment beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, ont pu s'installer. Il y a plus d'agriculteurs et d'agricultrices sur le Larzac en 2024 qu'en 1971. D'accord. Bon, écoutez, on laissera les gens prendre connaissance de cet magnifique ouvrage bande dessinée avec vous également dedans aux éditions d'Argo. On peut parler d'un autre livre, l'Occitanie, toute une histoire. Vous pouvez nous en dire un petit mot sur ce livre? L'Occitanie, toute une histoire, j'avais le souvenir dans mes études d'histoire d'un livre qui datait de la Troisième République, après la défaite de la France contre la Prusse. Le Tour de France de 2 enfants, c'était un livre un peu très patriotique même, où on découvrait les merveilles de la France qui devait prendre sa revanche contre l'Allemagne. Alors moi, c'était pas l'idée que les Occitans prennent leur revanche contre qui que ce soit, mais c'était faire un tour de la région aux enfants. Et, finalement, on n'a pas gardé les mêmes enfants, on a pris différents personnages, des personnages réels ou des personnages fictifs, avec l'idée, comme je le fais toujours aussi en cours, en classe, de montrer que l'histoire ne s'est pas écrite que dans les grandes villes et à Paris, mais surtout le territoire, et en rappelant aux enfants d'Aveyron que les potiers romains de la Grofezinck ou les moines de Caen, qui faisaient tout autant partie de l'histoire que d'autres. Aux enfants de Haute-Garonne, on raconte l'histoire de Victor Hugo au 19e siècle qui découvre Gavarnie. À ceux du Gard, on rappelle l'histoire du pont du Gard évidemment, ou des arènes de Nîmes. Donc montrer que notre région administrative qui a été découpée, on ne sait pas trop de quelle manière, en fusionnant Languedoc-Roussillon au Midi-Pyrénées, eh bien ces territoires-là ont aussi une histoire, celle du pastel, je le vois en y passant sur la couverture, celle des Gaulois. Alors on me demandait parfois s'il était José Bové ici sur la couverture, mais non, c'est bien un Gaulois. Donc raconter cette histoire aux enfants à partir de 8-10 ans, et je m'aperçois souvent dans les salons du livre, dans les librairies, que les enfants de 8 ou 10 ans sont souvent très grands, sont parfois les parents ou les grands-parents qui sont férus d'histoire et qui aiment bien qu'on leur raconte cette histoire un peu sous la façon d'anecdotes. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une série que les plus jeunes ne peuvent pas connaître, qui s'appelait Il était une fois l'homme. Oui, voilà, tout à fait. Où il y avait des petits bonhommes qui racontaient l'histoire, et c'est ce dessin un peu naïf, ça s'en inspire aussi pour raconter de manière simple, mais sans simplisme ou sans fausser l'histoire aux enfants. Alors il y a une histoire qui fait très peur, paraît-il, c'est celle de la bête du Gévaudan, donc ne la lisez pas avant de vous coucher, faites bien attention. Il y a des horaires pour ça. Voilà. D'accord. Vous avez fait aussi l'ouvrage sur François Mitterrand, un roman français. Ce sous-titre, un roman français, pour vous, c'est un personnage qui vous a beaucoup inspiré? Voilà, c'était un personnage de roman. Donc avec l'éditeur, on était arrivé à ce titre-là. Alors ça nous a été parfois reproché parce que certains lecteurs pensaient effectivement que c'était un roman. D'accord. Mais c'était l'idée de montrer ce personnage romanesque et de raconter son histoire à travers la géographie, c'est-à-dire en passant par tous les lieux de naissance en Charente, ces lieux de prédilection comme le sud-ouest, les Landes, Hossegor, Latch, etc. Mais aussi plus près de nous les Cévennes ou le Larzac, avec quelques aventures dont on a parlé tout à l'heure, Gordes, le Vaucluse, raconter tous les lieux qui ont fait son histoire, avec des lieux aussi cachés, puisque on sait que son passé a été assez trouble à l'époque de Vichy, même s'il a été aussi résistant. Et je raconte dans le livre comment, par exemple, après-guerre, dans les années et les décennies qui suivent, eh bien, dès qu'il
doit passer dans l'Allier. Il travaille son itinéraire, même s'il n'y a pas encore de GPS, pour éviter à tout prix de passer par Vichy pour ne pas qu'on puisse dire Mitterrand est à Vichy. Voilà. Donc c'était raconter effectivement un homme par les lieux et François Hollande, pardon, c'est mon côté Joe Biden, je confonds les noms de famille. François Hollande qui a préfacé le livre, bien disait comment partout il est allé, partout où il va en France, où il allait en France en tant que président, dès qu'il y avait un livre d'or ou dès qu'il rencontrait un aubergiste, il lui disait, vous savez, François Mitterrand est venu ici, donc il se demandait comment en une vie il avait pu aller dans toute la France ou presque, donc c'était assez intéressant aussi. Bon, on aura l'occasion, je mettrai tous vos livres, tous vos ouvrages, afin que les gens puissent les trouver très facilement. Pour conclure, moi j'aurais juste une question à vous poser, puisque vous êtes maître, on va dire, dans l'histoire. Votre regard sur la jeunesse aujourd'hui par rapport à l'histoire? Alors, disons, oui, je suis maître comme maître d'école. Après, on apprend aussi beaucoup au contact de nos élèves. L'histoire, eh bien, elle est plus que jamais nécessaire. Je ne sais pas si ma génération au lycée, il y a presque 30 ans de cela, était aussi consciente des enjeux contemporains. Parce que quand j'étais lycéen, quand j'avais 17 ans, l'OTAN, on savait que ça existait. Aujourd'hui, quand on a 17 ans, normalement, on sait que l'OTAN, ça existe, mais on sait aussi que l'OTAN, c'est important. Donc, ce qu'apprennent les jeunes aujourd'hui, certainement, et ce que nous apprenons aussi à nos dépens, c'est que l'histoire n'est pas linéaire. Nous, on a tous été élevés dans l'idée que l'histoire allait quelque part vers un certain progrès. Et aujourd'hui, depuis les épidémies, depuis certaines attaques terroristes, depuis la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza, on peut effectivement peut-être douter de cette idée de progrès et d'un futur qui serait meilleur que le passé. Apprendre pour comprendre, c'est aussi un espoir. Et plus les jeunes gens sont armés, dans le bon sens du terme, avec un savoir solide, plus ils s'en sortiront. Mais moi, je ne désespère pas du tout de la jeunesse qui vit dans une époque qui n'est pas forcément la plus agréable qui soit, avec la crise climatique et tout ce que l'on entend. Mais il y a aussi beaucoup de bonne humeur, beaucoup de ressources dans cette jeunesse-là. En tant que professeur d'histoire-géographie, je souhaiterais que tous les élèves soient passionnés par l'histoire, évidemment. Une partie d'entre eux, en tout cas, s'y intéresse. Après, sur l'idée de déclin, le déclinisme de la France et du monde, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. On a peut-être certains aspects où l'orthographe et autres, où on voit qu'il y a plus de difficultés qu'à une époque, mais moi, je suis aussi ravi de voir que les jeunes gens d'aujourd'hui s'expriment beaucoup mieux, par exemple, en langue étrangère et en anglais, que ne pouvait le faire la génération précédente. Donc voilà, tout ne va pas dans le sens du déclin. Il y a aussi de bonnes choses. Puis cette jeunesse, elle apportera elle-même ses propres solutions, hélas, aux problèmes qu'on lui a laissés. D'accord. Vous êtes sur du travail au niveau littéraire? Alors, avec mon ami Sébastien Verdier, on avait quelques projets encore en bande dessinée, ce qui me passionne pas mal. Et puis au mois de janvier 2025, je vais avoir un livre qui va paraître aux éditions du Dauphin à Paris, qui a pour sujet des personnalités comme Frida Kahlo, qu'on connaît suite à ses accidents, comme Albert Camus, qui se destinait à être footballeur et qui, suite à des crises de tuberculose en plein match alors qu'il a 16 ans et il se met à cracher du sang, se retrouve hospitalisé. Il va donc se mettre à lire et à écrire de manière plus intensive. Donc autour de personnalités comme ça, il y en a une quinzaine, montrer comment des accidents de la vie ont permis à certaines personnes de se relever, de se révéler. Donc des destins, j'appelais ça au départ des vies déviées, c'est-à-dire des gens qui, alors ça fait écho à certains problèmes de santé que j'ai pu avoir, il y a toujours une histoire cachée dans un livre, mais comment des maladies ou des accidents ont pu permettre à certaines personnes de se révéler. Alors je ne dis pas évidemment qu'avoir un accident ou une maladie c'est une bonne chose, au contraire, mais je dis que parfois eh bien, certains ont été obligés de faire un pas de côté et de trouver une autre inspiration et d'autres aspirations pour une nouvelle vie. Et c'est ce que, en ayant passé pas mal de temps au cours de ma vie dans des hôpitaux ou dans des centres de rééducation, en connaissant des exemples comme Grand Corps Malade et d'autres personnes comme
comme ça qui ont rencontré l'art, lui le slam en particulier, suite à un accident. Eh bien, j'ai voulu chercher auprès de personnalités. Je pense à, par exemple, on approche des Jeux Olympiques de Paris, Johnny Weissmuller, champion toute catégorie en natation en 1924, avant de devenir Tarzan à Hollywood, et bien qui lui au départ aussi souffre de problèmes pulmonaires, et on lui dit que s'il ne se met pas à nager, eh bien il n'arrivera pas à respirer correctement, et sans cela il ne serait jamais devenu peut-être le plus grand nageur de tous les temps. Donc voilà, c'est ce livre-là qui paraîtra en début d'année prochaine, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, à la fois historique et littéraire. D'accord. Voilà, ça m'intéresse de continuer à transmettre sous diverses façons. Bon, ben on aura l'occasion d'en reparler lors de sa sortie, sans problème. En tout cas, merci d'être venu vers nous présenter tous vos ouvrages. Merci à toute votre équipe, je n'oublie pas Nathan, oui. Voilà, qui fait partie de l'équipe aussi. Et merci beaucoup de nous avoir un peu éclairci sur l'histoire du Larzac et de notre beau département. Voilà. Merci à vous et merci pour votre initiative avec Aveyron TV. Merci beaucoup.